Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition d'Asie à la Une. Je suis Eleonora Byron et vous suivrez tout au long de ce journal. Voyons tout de suite les titres de cette semaine. Quel avenir pour le régime chinois après les sanctions libyennes? Bali fête le nouvel an de la tradition Saka. Et en fin de journal, notre sélection internationale. La semaine dernière, le monde diplomatique a connu un événement sans précédent. La Chine a participé au vote d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution, adoptée par le Conseil, saisit la Cour pénale internationale sur la question de la répression meurtrière de Kadhafi contre les manifestants. Certains commentateurs estiment que le régime chinois n'a pas eu d'autre choix que d'aller à l'encontre de sa politique habituelle de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des autres pays. Lorsque le dictateur libyen Mouammar Kadhafi a déployé ses troupes armées contre les manifestants opposés au régime, il a justifié cette attaque en se référant à la répression meurtrière du régime chinois à l'encontre des manifestants pro-démocratie sur la place Tiananmen en 1989. Samedi dernier, le régime chinois a appuyé la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a adopté à l'unanimité des sanctions sévères contre le régime libyen. Il s'agit notamment de saisir la Cour pénale internationale de La Haye pour mener des enquêtes sur le meurtre de civils. Ils ont voté cette résolution, mais je suis certain qu'ils ne s'en réjouissaient pas. Ils craignaient sans doute que ces sanctions puissent leur être appliquées un jour. Le régime chinois s'oppose depuis longtemps à l'intervention de l'ONU dans les affaires intérieures des pays. Cela principalement parce qu'il ne souhaite pas que ses propres actions contre la population civile soient examinées. En 1989, le Parti communiste chinois a lancé des chars sur la place Tiananmen pour écraser un soulèvement d'étudiants qui réclamaient la démocratie et des réformes. Depuis lors, le gouvernement a continué à bafouer les droits de ses citoyens, comme les pratiquants de la discipline spirituelle Falun Gong, les Tibétains et les Ouïghours. Il viole également les droits des femmes et de la famille, en forçant les femmes à avorter en vertu de sa politique de l'enfant unique, pour ne nommer que ces quelques abus. Hu Ping, rédacteur en chef du Beijing Spring Magazine, estime que le régime chinois n'avait pas d'autre choix que de voter cette résolution avec les Nations Unies. Si le régime chinois n'avait pas appuyé cette résolution, cela aurait forcément signifié qu'il se lie à Kadhafi et il deviendrait ainsi la cible d'une condamnation internationale. En votant pour la résolution, le régime a effectivement admis que ce que le gouvernement a fait en 1989 était un crime contre l'humanité, qui devrait également être porté devant la Cour pénale internationale. En votant en faveur des sanctions contre la Libye, le gouvernement chinois pourrait un jour avoir à rendre compte de ses propres violations des droits de l'homme. Jeudi dernier, à Pékin, le Parti communiste chinois ouvrait la session annuelle de son Parlement. À cette occasion, il a fait comprendre qu'il ne tolérait aucune opposition à son régime en cette période de soulèvement politique au Moyen-Orient. Toutefois, la colère menace le pays et des appels à la démocratie se font de plus en plus pressants. En Chine, le Parti communiste chinois a ouvert la session annuelle de son Parlement jeudi à Beijing. En cette époque de bouleversement politique au Moyen-Orient, le gouvernement a rapidement fait comprendre qu'il ne tolérera pas d'opposition à son régime. Toutefois, il y a une escalade du mécontentement dans le pays, avec des appels à l'organisation pour la réforme démocratique. Les sessions annuelles plénières de l'Assemblée nationale populaire et de la conférence consultative politique du peuple chinois, appelées deux assemblées et faisant office de parlement, s'ouvre au moment où le Parti communiste au pouvoir doit faire face à de nombreux défis. Le gouvernement a montré qu'il n'accepterait aucune opposition à son régime. Jeudi dernier, Zhao Qining, un haut dirigeant du parti, a annoncé aux délégués, lors de l'ouverture de la première session, que le pays ne s'écarterait pas de la ligne de développement politique définie par le Parti communiste. Qin Yunmen, un défenseur de la démocratie, affirme que le régime communiste devrait s'inspirer de ce qui s'est passé au Moyen-Orient après que les dictatures tunisiennes et égyptiennes aient été renversées. Récemment, les dictatures les plus ancrées dans le monde arabe ont connu de grands changements pour la démocratie. Une dizaine de pays ont été impliqués. Pour le parti chinois au pouvoir, cela doit être un choc. Ils doivent réaliser que ce règne du parti unique ne pourra plus continuer très longtemps. Pendant des années, le Parti communiste chinois a justifié sa dictature par la promesse d'une prospérité économique. Mais les derniers pics de l'inflation ne font qu'aggraver les inquiétudes.
Un activiste pour la démocratie a déclaré que sans réforme démocratique, l'économie chinoise ne pourra pas se développer pleinement. Une économie de marché est garantie par un cadre politique et démocratique libre. Cela crée un état de droit qui assure à son tour le développement sain d'une économie de marché. Rien de tout cela ne peut être réalisé par le Parti communiste. Sans un environnement économique libre, les conflits au sein de la société ne pourront être résolus. Samedi dernier s'est ouverte la deuxième assemblée annuelle du régime communiste, le Congrès national du peuple. Cette année, plus de 700 000 personnes ont été enrôlées pour assurer la sécurité lors de ces deux assemblées. En Chine, toujours, la situation devient de plus en plus difficile pour les journalistes étrangers, cibles d'agressions et de répression ouvertes, lorsqu'ils essaient de rendre compte de différents événements opposant le régime à la colère grandissante des citoyens chinois. Suite à ces attaques répétées, des diplomates et des responsables de presse sont intervenus et ont intimé les autorités chinoises de cesser ces intimidations. Le week-end dernier, des diplomates étrangers ont accusé le régime chinois d'avoir illégalement harcelé et arrêté des journalistes étrangers. À Pékin, un certain nombre de journalistes étrangers ont été pris pour cible par la police chinoise alors qu'ils tentaient de couvrir une manifestation anti-gouvernementale. L'agence de presse Bloomberg affirme que l'un de leurs journalistes a été agressé physiquement par des hommes qui semblaient être des agents de sécurité en civil. Voice America a déclaré que le directeur de son agence de Pékin a été temporairement détenu. Lundi dernier, Joe Mann, l'ambassadeur américain, a publié une déclaration affirmant que ces maltraitances et détentions étaient inacceptables et profondément troublantes. Il a demandé au régime chinois de respecter les droits des journalistes étrangers. La délégation de l'Union européenne a également publié une déclaration similaire. D'autres médias, dont Associated Press et la BBC, ont également dénoncé le harcèlement des autorités chinoises. De nombreux journalistes ont vu leur matériel confisqué et leurs enregistrements effacés. Samedi 5 mars dernier, l'île de Bali a célébré la fête du Nyepi, le nouvel an de la tradition Saka dans notre calendrier hindouiste. À la veille de ce jour, dès l'aube, des masques sortent dans les rues pour effrayer et chasser les mauvais esprits. Mais à minuit, la tradition veut que plus rien ne bouge et que tout le monde reste chez soi. Ainsi, le trafic routier, aérien et maritime s'arrête pendant 24 heures. Notre correspondant NTD nous explique combien cette tradition est bénéfique à l'environnement. Samedi dernier, les habitants de Bali ont célébré la tradition religieuse et culturelle du Nyepi, le nouvel an balinais. Toutes les personnes à Bali, y compris les touristes étrangers, sont tenues d'obéir et de respecter les restrictions imposées en ce jour particulier. Ne pas se déplacer, ne pas allumer de feu. Tous les transports se sont brutalement arrêtés. Même l'aéroport et les ports sont restés fermés. L'aéroport de Nugarai était pratiquement désert, en dehors de quelques agents de sécurité. Cette route, qui en général est couverte de voitures et de motos, était également déserte. Yoga Pratama du Forum indonésien pour l'environnement affirme que cette journée du Nyepi aide fortement à réduire la pollution. Kendaraan bermotor satu hari itu menyuplai sekitar 4 liter. Le gouvernement fournit 4 litres d'essence par jour et par personne, à multiplier par la quantité de carbone émise. 1 litre équivaut à près de 1000 grammes de dioxyde de carbone. À Bali, il y a 4 millions de motos, sans parler des autobus et des voitures. Alors vous n'avez qu'à multiplier. À Bali, les voitures consomment au moins 10 litres d'essence. De plus, les avions qui rentrent et sortent de Bali sont responsables de la majeure partie des émissions de carbone. Nyepi est célébré depuis des centaines d'années à Bali. Il offre une précieuse leçon aux autres pays sur la façon dont il faudrait réduire les émissions de dioxyde de carbone et améliorer l'environnement. Nouvelle NTD, Bali, Indonésie. Et tout de suite, la Suède soutient la démocratie numérique. Salon de l'auto de Genève, la voiture écologique en vedette. Et les impressions d'un écrivain à propos de Shenhun en Florence. Nous avons vu ces dernières semaines que les réseaux permettant des échanges d'informations à travers le monde avaient un rôle à jouer dans la politique internationale. C'est durant ce phénomène que le ministre suédois a invité des activistes d'Internet à s'exprimer sur l'activisme de réseau et la démocratie numérique lors d'un débat qui aura lieu la semaine prochaine. Notre correspondant à Stockholm nous en dit plus à ce sujet.
L'activisme de réseau et la cyberdémocratie ont obtenu un nouveau soutien du gouvernement suédois. Gunilla Carlsson, ministre suédoise pour l'aide au développement, a ouvert la porte aux discussions sur la façon dont les technologies de l'information et de la communication peuvent être utilisées et mises au service de la liberté d'expression. Afin d'être innovante dans mon domaine politique, je dois les écouter, apprendre d'eux et voir aussi comment nous pouvons avoir de bonnes et grandes idées. Depuis 2009, le gouvernement suédois a soutenu divers projets de technologie de l'information en lien avec la démocratie. Mais cette année, il a élargi son intérêt en y incluant la liberté d'expression et les droits humains. Carl Bildt, ministre suédois des Affaires étrangères, a affirmé la semaine dernière que les Suédois avaient discrètement aidé les réseaux technologiques à briser les blocages Internet dans des pays comme l'Égypte. L'Association pour une communication progressive est une des organisations à avoir apporté leur soutien et aidé à faire sortir des informations d'Égypte pour les partager dans le monde. 150 millions de couronnes suédoises, plus de 17 millions d'euros, seront consacrés au soutien de projets de technologie de l'information et de la communication liés à la cyberdémocratie. L'Agence suédoise de coopération au développement international, l'ASDI, a été désignée par le gouvernement suédois pour partager les fonds entre les projets. Nous nous intéressons aux applications modernes d'Internet afin de soutenir les droits de l'homme et la liberté d'expression. Il existe encore de nombreux pays dans le monde qui appliquent la censure d'Internet, comme l'Iran, la Birmanie et la Chine. La semaine prochaine, Gunilla Carlsson organisera des débats sur l'activisme de réseau et la démocratie numérique. J'espère véritablement que nous trouverons de bonnes idées, des personnes dévouées qui voudront contribuer et peut-être des personnes qui ne travaillent habituellement pas dans l'aide au développement. L'avenir montrera quels projets ont le plus d'impact sur la démocratie mondiale grâce à l'ouverture d'Internet. Nouvelle NTD, Stockholm, Suède. Le batik indonésien, technique d'impression de tissu, est inscrit depuis 2009 au patrimoine culturel de l'UNESCO. Mais cette tradition semble se perdre avec la modernité. Dans un village indonésien, un jeune créateur est fortement décidé à renouer avec cette tradition pour qu'elle continue de représenter le pays. Un reportage de nos correspondants sur place. Si vous vous rendez au village Sindang à Surabaya en Indonésie, vous serez accueilli par une végétation verdoyante, des maisons simples et des habitants sympathiques. Vous pourrez également être accueilli par une danse traditionnelle. Et ce village est surtout célèbre pour ses tulungagung, des tissus de style batik. Un jeune artiste de batik nommé Sigit Sutseno a créé des centaines de motifs pour batik et il est célèbre pour l'exclusivité de son design. Ce qui veut dire un motif unique pour chaque tissu et il n'y a pas de copie, à moins que ce ne soit destiné à une commande pour une production de masse. Mula-mula saya hanya mengkoleksi kain-kain antik atau kain-kain kuno. Kemudian saya mencoba untuk Au début, je ne collectais que des tissus anciens. Puis j'ai commencé à créer mes propres motifs de batik. Après avoir effectué quelques recherches sur des motifs anciens et après quelques essais, j'ai réussi à créer mes propres motifs de batik. Menemukan bagaimana cara membuat batik yang bisa kita jual ke pasar. Sigit dessine principalement des motifs floraux comme des feuilles et des fleurs. Il utilise comme base des couleurs foncées comme le bleu et le brun foncé. Puis l'ensemble du tissu est coloré avec des pigments traditionnels ou synthétiques. Sigit dit qu'il veut préserver cette activité culturelle pour les générations futures. Tulungagung produit du batik depuis l'époque du royaume de Majapahit, mais la production s'arrête avec le temps. Par conséquent, j'ai commencé à apprendre aux enfants à fabriquer du batik. De cette façon, ce précieux patrimoine culturel ne se perdra pas. Les batiks fabriqués par Sigit sont actuellement exportés vers les États-Unis, l'Autriche, l'Australie, la Thaïlande, le Singapour et la Malaisie. Nouvelle NTD, Tulungagung, Indonésie. En Suisse, le 81e Salon international de l'automobile a débuté jeudi dernier à Genève. Des voitures de luxe habituelles et des modèles conventionnels y sont exposés. Mais cette année, les voitures dites vertes sont mises à l'honneur. Notre correspondant à Genève s'est entretenu avec les constructeurs d'un de ces véhicules écologiques. La 81e édition du Salon international de l'automobile a ouvert ses portes du 3 au 13 mars 2011 au Palexpo de Genève, Suisse. Cet événement annuel est l'un des plus grands salons d'exposition de voitures au monde. Cette année, un pavillon entier a été dédié exclusivement aux véhicules verts. Plusieurs stands ont mis en avant leurs voitures proposant des avantages écologiques, comme celles qui se distinguent par un système de motorisation électrique ou présentant une forme aérodynamique.
Un des engins les plus remarquables de cette tendance a été conçu par deux hommes, Frank Locke et Tobias Walser. Notre projet est une motocabine électrique et nous rentrons tout juste d'un tour du monde de 80 jours alimenté juste par le courant électrique. C'est en fait une première mondiale. C'est la première fois qu'un véhicule électrique fait le tour du monde en 80 jours avec l'électricité. Les deux ingénieurs n'ont jamais manqué de sources d'énergie, même dans les régions éloignées. Ça n'a jamais été un gros problème parce que l'électricité est partout. Lorsque vous voyez des gens dans leur maison, ils ont de l'électricité la plupart du temps. Quand vous voyez une station d'essence, celle-ci a l'électricité. Nous y allons et leur demandons, c'est très simple. Oui, c'était un de mes rêves, pouvoir voyager à travers le monde avec un véhicule électrique. Ah oui, nous avons beaucoup de choses invraisemblables à raconter. Des moments spéciaux, comme en Chine où les gens nous regardaient, les enfants agitaient la main et montraient la voiture du doigt. Ils pensaient, oh, c'est peut-être un ovni qui vient vers nous. Mais ils savent que c'est l'avenir et ils l'attendent avec impatience. Et comme chaque semaine, nous suivons la tournée de Shenyun Performing Arts. La compagnie de danse et musique traditionnelle chinoise est arrivée en Europe il y a une dizaine de jours. Nous nous rendons aujourd'hui au théâtre communal de Florence, où nos correspondants ont recueilli les propos de quelques spectateurs durant le spectacle. Voyons cela. Shenyun Performing Arts s'est produit au théâtre communal de Florence, en Italie, au début du mois de mars. Le journaliste et écrivain Carlo Luci Ciapetti a été littéralement surpris par la beauté du spectacle. L'ouverture, plus que tout le reste. L'ouverture est incroyable. Ça a été une surprise pour moi. Un triomphe de couleurs, de très beaux décors, la légèreté des danseurs. Ça a été vraiment une surprise pour moi. La mise en scène est splendide. Elle nous ouvre un horizon jusqu'ici inconnu. Une des caractéristiques de Shenyun est cette projection d'images en arrière-plan qui accompagne les danses. J'ai trouvé merveilleux cette relation entre les effets spéciaux très modernes et cette aptitude à les connecter avec des éléments vieux de 700 ans. Certaines danses de Shenyun décrivent des histoires contemporaines sous le régime autoritaire chinois, comme par exemple des scènes de persécution d'une pratique de méditation. En particulier, le fait de montrer dans certaines des scènes la situation de la Chine actuelle, dont on ne parle pas ailleurs jamais. Shenyun poursuivra sa tournée européenne jusqu'au mois d'avril. NTD Florence, Italie. Et la tournée de Shenyun Performing Arts se poursuit en France. Après avoir donné 4 représentations à Paris ce week-end, la compagnie se produira du 18 au 20 mars à Lyon et le 22 mars à Mérignac, près de Bordeaux, avant de se rendre à Bruxelles, en Belgique, pour 6 représentations. Vous retrouverez toutes ces informations et bien d'autres sur le site shenyunperformingarts.org. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Retrouvons-nous la semaine prochaine.